une communication présentée par M. Jean-Baptiste Elias c'est le troisième sous-thème sur le rôle et la responsabilité du Conseil économique et social dans la préservation de la paix et du dialogue social. On faisait le bilan hier des actions du Conseil économique et social. On s'est rendu compte qu'il y avait pas moins de 155 études sur des questions socio-économiques déterminantes pour le développement du pays. Rôle et responsabilité du Conseil économique et social dans la préservation de la paix et du dialogue social au Bénin. Je voudrais juste vous présenter le plan que je vais exposer. J'aurai une introduction à faire et j'aurai à parler du Conseil économique et social, force des propositions au plan national. C'est la force de proposition du plan national que je vais présenter avec une clarification conceptuelle et un ancrage du Conseil économique et social dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je parlerai du rôle important joué par la préservation dans la préservation de la paix sociale et du dialogue social au Bénin. Nous donnerons des exemples. Et dans ce cadre précis, je parlerai des actions menées par le Conseil économique et social dans le cadre de la préservation de la paix sociale et du dialogue social au Bénin. Et enfin, je parlerai des perspectives. Disons que, en introduction, le Conseil économique et social, tout le monde a rappelé hier, n'est-ce pas, est l'une des 7 institutions consacrées par la Constitution. On ne va pas revenir dessus. La première a eu lieu en 1958, puis après, on l'a interrompue parce que vous savez. Et ensuite, ça a repris, n'est-ce pas, en 1992 jusqu'à ce jour. On ne va pas perdre le temps pour revenir là-dessus, tout le monde le sait déjà. Alors, dès lors, cette institution s'est illustrée, non sans difficulté, dans sa contribution au processus de développement économique et social de notre pays. Et c'est justement pour appréhender de façon particulière le rôle et la responsabilité du Conseil économique et social dans la préservation de la paix et du dialogue social au Bénin, que l'honneur me choisit ce jour de présenter cette communication à l'occasion de ce forum. Clarification conceptuelle. D'abord, qu'appelons-nous dialogue social? Et on fera l'état des lieux au Bénin. Selon l'Organisation internationale du travail à Genève, et il y a plusieurs parmi vous qui participent aux travaux de l'Organisation internationale du travail, le dialogue social se définit comme, citation, toutes les formes de négociation, de consultation et d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des sujets d'intérêt commun. C'est une négociation tripartite. Le gouvernement, le patronat ou le secteur privé, puis les travailleurs à travers donc leurs syndicats et autres. L'objectif principal du dialogue social est, et là je cite également, d'encourager la formulation d'un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail, ainsi que leur participation démocratique à la vie économique et sociale de leur pays en vue de la résolution des questions économiques et sociales importantes. La promotion de la bonne gouvernance, ah ça vient le mot, la promotion de la bonne gouvernance et la promotion de la paix et de la stabilité sociale. Vu sous cet angle, le dialogue social est un élément fondamental de la bonne gouvernance qui se caractérise notamment par l'existence d'institutions qui facilitent la participation effective et efficace des différents acteurs dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques socio-économiques. De ce fait, les participants, les partenaires sociaux deviennent des acteurs clés, des partenaires incontournables pour tout pouvoir public attaché à la démocratie participative, à la transparence
à la stabilité sociopolitique, au développement économique et à la paix. Au Bénin, en matière de dialogue social, le jeu se joue entre deux acteurs clés. L'État, qui est à la fois jugé parti, hélas, et les syndicats fragmentés et affaiblis. Je pèse bien mes mots. Fragmentés et affaiblis. Nous avons dans la salle 4 centrales syndicales qui font partie, n'est-ce pas, du Conseil économique et social. Ils savent de quoi je parle. Le plus souvent, l'État détenteur de la puissance publique, pour des raisons données, peut décider de ne pas accéder à l'entièreté des doléances des travailleurs au motif qu'il se doit d'assurer la bonne marche des services sociaux de base au profit des pauvres. Je vais m'arrêter un peu pour expliquer ce passage. Les travailleurs qui produisent la richesse, qui contribuent à l'essor du pays, sont parfois amenés à faire des revendications. Mais les politiques, donc l'État, à travers les décideurs, ont leurs priorités ailleurs. Pour eux, c'est possible, c'est normal de donner les moyens aux politiques et d'oublier justement la basse classe. Et de ce point de vue, ça devient un problème important et il faut faire quelque chose. L'environnement syndical béninois, de son côté, fragilisé par l'émiettement des forces sociales, développant des stratégies de lutte différentes, n'est pas en mesure de s'établir comme un interlocuteur crédible. Je ne vous apprends rien, vous savez très bien qu'à des moments donnés, les forces de travail, les travailleurs, les syndicats partent en rang dispersé sur un même sujet, eh bien, ils prennent des voies différentes. Si bien que l'État essaie de profiter justement de cet émiettement, profite donc de cette division pour agir. On parlera tout à l'heure même des syndicats jaunes que l'État essaie de concocter ou de produire. Pour les confédérations syndicales, leurs responsables majeurs résident dans leur faiblesse institutionnelle due à l'atomisation exponentielle des syndicats de base, au manque de moyens et à la dépendance financière. On dit l'union fait la force. Et la plupart du temps, on retrouve dans le même secteur 10, 20, 30 syndicats. Prenons l'exemple de l'enseignement primaire ou de base. Vous trouverez au moins 30 syndicats. Prenez l'enseignement secondaire. Vous trouverez au moins une vingtaine de syndicats. Toujours pour parler des mêmes personnes concernant ce même secteur. Pendant longtemps, au niveau de la santé, on a tout fait pour garder l'unicité des syndicats. Les cadres supérieurs, médecins et autres, là, avaient leurs syndicats. Les cadres moyens avaient leurs syndicats, etc. Mais après, on a atomisé les syndicats, si bien que vous trouverez syndicats de ceci, syndicats de cela, si bien que, au moment opportun, l'État a beau jeu de dire, mais toi, viens ici, là. Bon, on te donne ceci, on te donne cela. Et ne te mêle pas d'un groupe. Hein. S'il faut faire des actions, non, toi, tu viens ici. Les secrétaires généraux dans la salle savent bien de quoi je parle. J'ai été secrétaire général pendant 25 ans. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, cet émiettement-là, cette atomisation-là, ne permet pas de pouvoir avancer pour aller comme nous l'aurions souhaité. Donc, de faire de ce fonctionnement des organes mis en place et de la méfiance patente entre parties prenantes au dialogue social parce que l'État se dit, les syndicats là, ils sont manipulés par le groupe de l'opposition. Ils veulent me déstabiliser. Méfiance. Les syndicats se disent, nous là, si on va là-bas maintenant, est-ce que, méfiance. Résultat, chacun essaie de rester sur sa position et on n'avance pas pour faire ce qu'on doit faire. Quelle est la problématique de la préservation de la paix? La paix désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Elle correspond à un idéal social et politique. Vous savez, quand les syndicats disent, OK, nous maintenant,
on n'est pas content, on va faire une marche. On dit, ah non, si vous faites marche, vous voulez troubler l'ordre public. Si vous faites marche, vous allez perturber. Et puis, parfois des badauds s'infiltrent dans le groupe des travailleurs de bonne foi pour casser, afin qu'on puisse imputer la responsabilité aux syndicats. Et de ceux qui ont dit, voyez, vous avez vu, les syndicats ont demandé à marcher, on a refusé, ils ont cassé ceci, ils ont cassé cela. Le bien public étant un bien à respecter, le groupe responsable de tout ce qui a été cassé, c'est bien celui qui a déclenché le mouvement. Et je vous dis, il y a eu plusieurs cas où les vrais responsables n'en sont pour rien. Des badauds se sont infiltrés dans les groupes pour aller casser. Et bien, ceux qui doivent prendre la responsabilité sont ceux qui ont lancé le mouvement. Alors, quel est l'ancrage institutionnel du Conseil économique et social? Le Conseil économique et social du Bénin est une assemblée consultative, une force de proposition sur les questions relatives à la vie économique et sociale de notre pays. Elle tire ses attributions dans les articles 139, 140, 141 de la Constitution du 11 décembre et dans l'article 1er de la loi 92 concernant sa loi organique. On en a un peu parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. Au terme de cette disposition, le Conseil économique et social donne son avis. Tout le reste, vous connaissez, on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas perdre de temps dessus puisque je n'ai que 30 minutes. Il peut également, dans les mêmes conditions, faire connaître au gouvernement son avis sur l'exécution, etc., etc. Là, vous le connaissez déjà. On en a parlé hier. Le président Toukourou en a longuement parlé, en tout cas pendant que j'étais dans la salle. Inutile encore de vous perdre le temps pour mettre l'accent dessus. Alors, la composition du Conseil économique et social, on en a parlé hier également, il y a 30. 5 qui sont nommés, 25 qui sont élus. Ce sont les forces vives de la nation qui se réunissent. C'est l'assemblée des forces vives au travail. Mais malheureusement, il se pose beaucoup de problèmes, tout à l'heure on va en parler. Quelles sont les actions menées par le Conseil économique et social dans le cadre de la préservation de la paix sociale et du dialogue au Bénin? Ah, là on va mettre un peu l'accent dessus. Le Conseil économique et social fait partie des organes de facilitation du dialogue social au Bénin, aux côtés d'autres acteurs, bien entendu, comme le médiateur de la République et les organes de dialogue social issus du milieu du travail et de l'emploi, dont, entre autres, le Conseil national du travail, la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, le Comité consultatif paritaire de la fonction publique, les commissions mixtes paritaires de négociation collective, etc., etc. Au nombre des nombreuses actions à mettre à l'actif du Conseil économique et social dans la préservation de la paix sociale et du dialogue social au Bénin, on peut citer le rôle de facilitateur joué par le Conseil économique et social chaque fois que survient une tension sociale. J'ai fait 10 ans dans la maison, Conseil économique et social, le président Toukourou est là, le président Bien aussi était là, et nous avons participé modestement, n'est-ce pas, à calmer le jeu à plusieurs reprises. On est allé au front pour faire en sorte que le pays ne s'enflamme pas. Ainsi, face au mouvement de grève répété dans tous les secteurs de notre économie en général et dans le secteur de l'éducation en particulier, voilà un secteur qui est souvent confronté au problème de grève, le Conseil économique et social a cru devoir intervenir en vue d'amener les partenaires sociaux à la table de négociation. À ce titre, et à titre illustratif, le Conseil économique et social a amené le gouvernement et les enseignants du supérieur à trouver un compromis ayant abouti à la revalorisation du point indiciaire de leur salaire en 2010. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont dans la salle et qui sont concernés par le sujet, qu'à un moment donné, les travailleurs du secteur de l'éducation, toutes tendances confondues, ont commencé par demander la valorisation de leur salaire. Bon, est-ce qu'il fallait le faire pour tout le monde? L'idéal, c'est oui. Mais le gouvernement dit, je n'ai pas l'argent pour faire pour tout le monde. On commence par où? On commence par un bout. Et puis après, on continue. Donc, ça s'est passé comme ça.
Le CES est aussi intervenu en vue de la résolution des crises cycliques que le secteur de la santé connaît depuis plusieurs années. Ce qui a permis de mettre un terme à des grèves sans service minimum, sauvant ainsi la vie des populations, notamment les plus pauvres. Le Conseil économique et social s'est également bien illustré à la résolution de la crise qui a secoué la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ah, voilà encore un autre problème. Vous savez très bien qu'il y a eu une crise à l'époque. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, on fait des va-et-vient, on fait ci, on fait ça. Et modestement, dans le calme, dans la sérénité, dans le silence, le Conseil économique et social a joué son rôle. Ces actions ont effectivement permis l'organisation en 2013 des élections consulaires et l'installation d'une nouvelle équipe à la tête de cette structure. Le rôle de promoteur de la paix joué par le Conseil économique et social à travers l'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation des populations autour des idéaux de paix et de concorde pour les élections présidentielles et législatives en 2011. Le rôle d'assistance aux populations en cas de sinistre. Le Conseil économique et social coordonne à ce jour les activités du comité de mobilisation des ressources au profit des sinistrés de l'incendie survenu en octobre 2015 au marché d'Antopa, le Comores, dont je suis membre et je suis signataire aussi. Par ailleurs, le Conseil économique et social s'est montré sensible à la peine des sinistrés, des innombrables inondations, et j'ajouterai des innombrables incendies qui ont ravagé les récoltes et les amis à la Belle Étoile pour plusieurs personnes, etc. Quelques enveloppes financières ont été offertes et une campagne de sensibilisation a été initiée afin d'aider les victimes à surmonter ces moments difficiles. Le rôle de facilitateur du dialogue social. Le Conseil économique et social est intervenu dans le dénouement des difficultés et du blocage du processus d'actualisation de la LEPI. Ah, vous vous souvenez de cette affaire de l'EPI et de l'organisation apaisée des élections communales, législatives et présidentielles en 2015 et en 2016. Le président du Conseil économique et social a été sollicité par le président de la République pour diriger le comité de suivi des activités du COS-LEPI et de la Sénat dans le cadre des dites élections. La contribution du Conseil économique et social à la préservation de la paix sociale et au dialogue social n'est plus à démontrer. Cependant, pour améliorer son efficacité et avoir une meilleure visibilité au sein de l'opinion publique, certaines limites méritent d'être surmontées. Notamment, le problème de la non-publication des avis et recommandations du Conseil. Ça se pose tout le temps. Il s'agit d'une limite textuelle fondée sur l'article 17 de la loi 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique qui dispose que les avis et rapports du Conseil sont transmis au président de la République qui en assure la publication au journal officiel. Ça veut dire quoi? Vous ne pourrez pas, et c'est ça dans le monde entier, heureusement, vous ne pourrez pas être conseiller de quelqu'un. Je vais vous donner des conseils et lui il prend les conseils pour travailler et vous vous mettez à publier les conseils que vous lui avez donnés. Ça ne sert à rien. C'est ça là que beaucoup de gens n'ont pas compris dans le rôle du Conseil économique et social. On dit, ah, mais on ne voit pas ce qu'ils disent, on ne voit pas ce qu'ils font, on ne les entend pas. Mais vous ne pouvez pas. Pendant longtemps, il faut qu'on explique aux populations que ce n'est pas possible. Je suis là pour donner des conseils à quelqu'un. Mais le conseil que je vais lui donner, je ne commence pas à publier le conseil déjà. À tous les niveaux. Mais il peut ne plus le prendre, il le met de côté. Et donc, il y a autre chose à faire que je vais donner dans la conclusion. Il y a cette limite-là qui fait problème et qui fait que la visibilité du Conseil ne se voit pas comme on l'aurait souhaité. Ainsi, seul le président de la République est habilité à publier les avis et recommandations du Conseil économique et social. Dans ce contexte, si pour une raison ou une autre, le chef de l'État s'abstient de procéder à cette publication, les multiples réflexions que vous auriez eu à faire aux conseillers de la République, au Conseil économique et social,
Les gens vont se dire, mais ils servent à quoi? Ils servent à rien. Et c'est d'ailleurs ça qui a provoqué la possibilité offerte d'une manière ou d'une autre de dire on va supprimer le Conseil économique et social. Soyez vigilants. Faites en sorte que ça ne se passe pas parce que on dit mais on ne voit pas. On dit qu'on n'entend pas. Mais on ne peut pas entendre puisque de toute façon c'est comme ça que la loi prévu. Il faudrait trouver une autre formule. Ce qui alimente les débats quant à l'utilité de cette institution dans l'univers institutionnel national. La problématique de la prise en compte par les pouvoirs publics des avis et recommandations du Conseil. Bien que le Conseil économique et social soit la deuxième assemblée plénière des forces vives après le Parlement, ces avis et recommandations n'ont pas une force obligatoire. Il est en effet une institution consultative dont les fruits des réflexions ne s'imposent ni au gouvernement ni à l'Assemblée nationale. Sur la base de cet état de choses, il importe de faire en sorte, et c'est là ma proposition, il importe de faire en sorte que les avis et recommandations soient aussi pertinents que possible pour permettre au président de la République et à l'Assemblée nationale d'y adhérer pleinement et de les prendre en compte dans la définition des politiques publiques. Ainsi, le président de la République serait le plus enclin à publier les avis et recommandations du Conseil après leur mise en œuvre. Parce qu'une fois que cette publication va se faire, le peuple saura que le chef de l'État a pris telle décision, mais c'est sur le conseil du Conseil économique et social. Mais si les propositions et les avis ne sont pas percutants, qui n'accrochent pas le président de la République, ni l'Assemblée nationale, afin qu'ils prennent en compte réellement tout ce que vous avez dit, et qu'on les amène à publier pour qu'on sache que c'est le Conseil économique et social qui a proposé telle mesure que le chef de l'État a eu à prendre, ben, il y aura problème toujours. Le Conseil économique et social devrait communiquer davantage autour de ses activités pour mieux se faire connaître. La journée porte ouverte prévue au dernier jour du forum reste une idée à pérenniser. C'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs séances de journée porte ouverte depuis que nous avons repris le Conseil économique et social, mais les populations oublient souvent. Si on peut le faire de façon cyclique et régulièrement, ce serait une très bonne chose. En conclusion, puisque je n'ai que 30 minutes, on dira le reste dans le débat. Je n'ai que 30 minutes. Sur le bénéfice de ce qui précède, on peut constater la grande place prise par le Conseil économique et social en matière de préservation de la paix et du dialogue social au Bénin. Cependant, ces actions ne sont pas assez connues du grand public. L'institution gagnerait donc à se donner les moyens d'une plus grande visibilité et jouer beaucoup plus à l'avenir un rôle préventif et accroître le dialogue constructif et responsable entre les différentes parties prenantes nationales en vue de réduire les risques de crise préjudiciables au développement économique et social de la nation béninoise tout entière. La deuxième communication est prête, le présentateur également. Donc c'est sur la contribution du Conseil économique et social au développement économique et social du Bénin. Communication qui va être présentée dans un instant par M. Charlemagne Tomavo, secrétaire général du Conseil économique et social. C'est à moi qu'il échoit l'opportunité donc de présenter la communication sur la contribution du Conseil économique et social au développement économique et social du Bénin. Le plan de présentation se présente ainsi qu'il suit. Il y aura naturellement une introduction, la définition de quelques concepts, le rappel de la méthodologie de travail au niveau du Conseil économique et social, la contribution du Conseil économique et social au développement économique, la contribution du CES au développement social, les suites réservées aux avis et recommandations du Conseil, quelques propositions de nouvelles pistes et une conclusion. En introduction,
je dois rappeler que le Conseil est l'une des 7 institutions constitutionnelles du Bénin. Il est constitué de 30 personnalités issues de diverses catégories socio-professionnelles. Il émet des avis, formule des recommandations sur d'importants sujets de la nation. Il est une assemblée des forces vives au travail. Il est un laboratoire d'analyse des questions économiques, sociales, culturelles, scientifiques et techniques. C'est très important d'insister sur ces 5 piliers-là, qui sont les 5 piliers forts sur lesquels le Conseil économique et social du Bénin travaille. Ces avis et recommandations étant consultatifs, une telle institution peut-elle apporter une contribution au développement économique et social du Bénin? Je pense que c'est la question forte autour de laquelle s'articulera la présente communication. En termes de définition des concepts, j'aborderai dans un premier temps ce que c'est que le développement économique. Et sans trop épiloguer sur des notions définitionnelles, j'ai tout simplement retenu que le développement économique, c'est l'ensemble des évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population dans divers domaines tels que la santé, le domaine culturel, le domaine social, le domaine technique, le domaine industriel. Ces changements induits ont un effet sur le bien-être et le mieux-être des populations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le développement économique est assimilé au terme progrès. Le second concept sur lequel j'aurais bien souhaité insister, c'est sur le développement social. C'est un concept qui place l'homme, grand H, au cœur des actions de manière à lui assurer les besoins vitaux tels que l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès à l'énergie, l'accès à un cadre de vie sain et viable. Après ce rappel de définition des concepts, je voudrais ici rapidement rappeler la méthodologie de travail au niveau du Conseil. Lorsque nous sommes devant un cas de saisine, nous avons d'abord la recherche et la revue documentaire, le recours à une expertise extérieure. Et lorsque nous sommes en face des sujets d'autosaisine, nous avons également la recherche et la revue documentaire, les visites de terrain, le recours à des experts extérieurs au nombre de 5 au plus sur un sujet. Convenez avec moi qu'avec une telle démarche méthodologique qui se veut rigoureuse, participative et holistique, cette démarche permet d'appréhender les sujets en profondeur et ce qui leur confère un certain caractère de scientificité. Alors, le Conseil économique et social est organisé en 3 commissions permanentes. Nous avons la commission de l'économie et des finances, nous avons la commission de développement rural et de l'environnement, nous avons la commission des affaires sociales et de l'éducation. Les hauts conseillers constituent une mine d'expertise et s'appuient sur des cadres de niveau Bac plus 4 au moins dans les différentes commissions permanentes. À travers tout ce dispositif, vous conviendrez avec moi que tout ce qui sort du Conseil économique et social, c'est du travail élaboré, c'est du travail constructif. C'est un travail dont on peut conférer la notion de scientificité, même si au niveau du Conseil économique et social, nous avons beaucoup de modestie. Alors, quelle est à présent la contribution du Conseil économique et social au développement économique? Lorsque nous abordons les documents de politique économique ou budgétaire, généralement, nous étudions les projets de loi de finances, les plans d'orientation, le programme d'investissement public. À ce niveau, quelle est la contribution qu'apporte le Conseil économique et social dans l'examen de ces différents documents de politique? Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que, au niveau du Conseil, en tant qu'avis fort que nous émettons sur l'ensemble de ces documents de politique, c'est que nous demandons la clarification des politiques publiques de développement contenues dans ces différents documents. Le deuxième point que nous pouvons retenir, c'est qu'au niveau du Conseil, en termes de nos avis, nous demandons la déclinaison des programmes et projets qui découlent de l'ensemble de ces documents de politique. Et au point 3, nous pouvons retenir la définition des chronogrammes clairs par mission
et par programme et ou projet. Nous demandons également la mise en évidence des indicateurs de performance pour que les différents projets qui sont programmés et inscrits dans les budgets généraux de l'État puissent être suivis et évalués. Nous exigeons également la mise en œuvre du principe de redevabilité et de responsabilisation des acteurs. Nous demandons aussi la concentration des PIP dans les secteurs sociaux. Et enfin, nous demandons l'implication des élus locaux dans le processus d'élaboration des projets de loi de finances. À ce niveau, permettez que je nous rappelle un témoignage éloquent d'un ministre de l'économie et des finances du Bénin au niveau du Conseil économique et social lors de la présentation du projet général de l'État. C'est arrivé que le ministre de l'économie et des finances, lors de ce travail de présentation du projet général de l'État, ait reconnu que c'est dans les avis du Conseil économique et social que au niveau du ministère de l'économie et des finances, ils ont lu que lors des travaux préparatoires des budgets généraux de l'État, il faille associer et impliquer les conseils communaux dans l'élaboration de ces documents de budget. C'est dans les avis du Conseil économique et social qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, ils ont lu ça. Et c'est un ministre de l'économie et des finances qui a fait ce témoignage-là lors de la présentation d'un nouveau budget général de l'État au niveau du Conseil économique et social. Alors, quelles sont nos réflexions? Quelle est la contribution donc, du Conseil économique et social au développement économique? C'est la suite. Nous faisons également des réflexions approfondies sur les secteurs clés du développement. Donc, non seulement donc, en amont, nous réfléchissons sur les documents globaux de politique de développement, mais de façon plus spécifique, de façon plus approfondie, nous faisons des réflexions sur des secteurs clés du développement. Et je voudrais citer quelques exemples. Au niveau du Conseil, toute mandature confondue, j'ai fait un listing de sujets abordés, étudiés au niveau du Conseil. La problématique de l'avenir du franc CFA par rapport à l'euro, c'est une question d'actualité. Et pourtant, ce thème a été étudié au niveau du Conseil économique et social depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, le Conseil économique et social a réfléchi sur l'avenir du franc CFA par rapport à l'euro. Et pourtant, c'est une thématique qui reste d'actualité. Et des propositions concrètes ont été faites dans ce document-là. Nous avons également parlé du projet de construction d'un second port en eau profonde. Vous constatez aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le port est le poumon de l'économie béninoise. Mais depuis plus de 12 ans, le Conseil économique et social a déjà réfléchi sur la nécessité de construire un second port en eau profonde. Parce que dans une logique d'études prospectives, à cause des voisins, le Nigeria et le Togo, qui ont des ports qui sont en pleine émergence, déjà au niveau du Conseil, nous avons déjà réfléchi, comme poumon de l'économie, la nécessité de renforcer les capacités du port autonome de Cotonou à travers la construction d'un nouveau port en eau profonde. Nous avons également réfléchi sur la problématique du sous-secteur ferroviaire. Vous savez que nous sommes dans un espace où l'on parle aujourd'hui de la boucle ferroviaire. Et vous savez qu'au niveau du Bénin, il y a un petit hic à ce niveau-là. Et pourtant, dans les autres pays, ça bouge énormément. Déjà, depuis plus de 8 ans, le Conseil économique et social a déjà abordé cette problématique à travers des propositions concrètes. Paradoxe de la solidité des banques et le faible niveau de financement des projets d'investissement public. Aujourd'hui, nous sommes en plein PAG avec des budgets très colossaux pour financer le développement. Mais comment trouver cette masse d'argent? Nous avons déjà réfléchi sur cette question-là il y a quelques années. Alors, la place de l'énergie dans l'économie béninoise. Sur 4 ou 5 sujets d'autosaisine, le Conseil économique et social est revenu dans ses recommandations sur la nécessité de booster le secteur de l'énergie dans notre pays. Et dès que les travaux d'un certain nombre de barrages ont démarré, nous avons reçu des indiscrétions comme quoi vos efforts de revenir régulièrement sur cette thématique-là
a porté ses fruits. Alors, nous avons réfléchi également sur la maîtrise de l'eau, le coton béninois, l'industrialisation de l'économie, la contribution du tourisme à l'économie, l'intégration du secteur informel dans la conception des politiques économiques de l'État, la contribution de la fiscalité locale au développement national, le transfert des ressources aux communes, cas des ressources financières. Aujourd'hui, nous sommes en pleine dynamique du FADEC qui bat de l'aile. Nous avons fait des propositions concrètes pour le financement des communes. Le développement économique et social des communes, rôle et responsabilité des acteurs. Le tout ne suffit pas de transférer des ressources économiques et financières. Il faut également responsabiliser les acteurs à la base pour planifier et mieux gérer le développement local. Nous avons également réfléchi sur l'artisanat béninois, les industries culturelles, la promotion du sport de haut niveau. Vous savez aujourd'hui ce qu'engrange un athlète de haut niveau, un Neymar, un Messi. Vous savez ce que des individus engrangent pour leur pays. Nous avons réfléchi sur la question et nous avons souhaité qu'il y ait la promotion du sport de haut niveau, ce qui pourrait apporter des devises pour le renforcement de notre économie. Nous avons également réfléchi sur la contribution de la diaspora au développement économique et social du Bénin. Nous avons aussi abordé l'économie numérique pour rester dans l'air du temps. Les prochaines économies seront celles qui vont prendre comme boussole le numérique. Et là-dessus, le Conseil économique et social du Bénin a récemment travaillé sur cette thématique-là, en étroite collaboration avec l'agence qui s'occupe du numérique et qui est installée à la présidence de la République. Alors, dans le domaine du social, nous avons, par exemple, étudié la politique salariale et le système des retraites, la décrispation de la tension sociale nationale. Dans la communication qui m'a précédé, le président Jean-Baptiste Elias a notamment insisté sur la contribution du CES en matière d'apaisement de la tension sociale nationale. Nous avons beaucoup travaillé sur la protection sociale et le dialogue social, le plaidoyer pour la paix en période électorale, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation de qualité, la promotion de l'emploi et structure de l'emploi décent, accès des personnes en situation de handicap au travail dans la fonction publique et dans le secteur privé, l'accès à l'énergie permanente à moins de coûts, l'accès à l'eau potable, la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre la corruption, la déforestation, la dévolution du foncier, le lotissement, la vente illicite des produits pétroliers, les stratégies de lutte contre la pollution de l'air et les gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique et le financement climat. Le Conseil économique et social a travaillé sur toutes ces thématiques-là. Donc, et ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y a plus de 107 sujets d'autosaisine, toutes mandatures confondues, de la première à la 5e mandature à laquelle nous sommes. Alors, après avoir travaillé sur toutes ces thématiques, qui concernent aussi bien le secteur économique et le secteur social, quelles sont les suites réservées aux avis et recommandations du Conseil économique et social? Et là, je voudrais faire une liaison entre ce que nous faisons au niveau du Conseil par rapport aux deux institutions entre lesquelles nous sommes, l'exécutif et le législatif. Quelle a été la partition du gouvernement vis-à-vis des avis et des recommandations que nous formulons? Habituellement, le gouvernement saisit les ministères sectoriels afin qu'ils puissent préciser, avis par avis, recommandation par recommandation, ce qui est prévu, ce qui est fait et ce qui reste à faire pour ce qui concerne le programme du gouvernement. Et après la réaction donc des ministères sectoriels, on saisit le Conseil économique et social à travers ce que nous appelons généralement chez nous les suites, pour que le Conseil puisse savoir ce qui est fait de ces avis et recommandations. Il faut reconnaître que pendant quelques années, notamment sous le président Rafi Toukourou, on a enregistré beaucoup de suites. Le gouvernement a envoyé beaucoup de suites. C'est ce que nous avions constaté
dans les documents dont nous avons hérité au niveau du Conseil. Au niveau de la 4e mandature aussi, nous avons enregistré quelques suites du gouvernement. Mais depuis quelques années, ces suites se font attendre. Et nous souhaitons véritablement qu'il y ait une réaction plus forte à ce niveau-là. Alors, quelles sont les suggestions que nous souhaiterons formuler par rapport au gouvernement qui ne réagit plus souvent par rapport à nos avis et à nos recommandations? Nous avons suggéré qu'il faut mettre en place un cadre permanent d'exploitation des avis et recommandations du Conseil économique et social. Des séminaires gouvernementaux périodiques pourront être organisés pour la présentation des rapports du Conseil économique et social aux membres du gouvernement. Il y a un plaidoyer qui a démarré à la 4e mandature et nous aurions bien souhaité que ce plaidoyer aboutisse afin que des séminaires gouvernementaux soient organisés avec les membres du gouvernement à travers une cérémonie officielle pour que les hauts conseillers puissent présenter le contenu d'un certain nombre de rapports aux membres du gouvernement. Alors, du côté du Parlement, qu'est-ce que nous constatons habituellement? Il n'y a généralement aucune réaction véritable. Alors, quelles sont les suggestions à ce niveau? Nous souhaiterions qu'il y ait une saisine des commissions techniques de l'Assemblée nationale pour mieux exploiter le contenu des avis et recommandations du CES. On peut également organiser des séances d'échange avec les hauts conseillers de la République pour mieux comprendre le contenu des avis et des recommandations formulées. On peut également instaurer un partenariat dynamique entre le Conseil économique et social et l'Assemblée nationale. D'ailleurs, notre dernier passage au niveau de l'Assemblée, les membres de la commission qui nous a reçus ont souhaité effectivement ce partenariat dynamique entre le Conseil économique et social et le Parlement. Alors, pour avoir fait tout ceci au niveau du Conseil, même au niveau de l'exécutif, on continue de nous demander de convaincre de l'utilité du Conseil économique et social. Cela appelle de nous quelques propositions de nouvelles pistes. La première que nous voudrons suggérer, le Conseil économique et social peut se positionner dans la production des statistiques fines pour soutenir les études entreprises au niveau du Conseil. Ce faisant, nous aurions efficacement prouvé la plus-value aux réflexions sur les questions économiques et sociales. En parlant de statistiques fines, tout récemment, nous avions fait une activité avec le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre des objectifs de développement durable. Vous auriez constaté que dans plusieurs régions et dans plusieurs communes, on n'a pas pu avoir les indicateurs, on n'a pas pu avoir les données statistiques de façon ciblée, de façon spécifique, de façon pointue. Le Conseil économique et social, à travers le cadre d'analyse et de veille stratégique, peut se positionner sur la production de ces statistiques fines pour accompagner le gouvernement. Ce faisant, on verra que le Conseil économique et social est utile à la nation. Alors, la seconde piste que je voudrais proposer, c'est de contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Vous constatez que le Conseil économique et social, dans le respect des engagements bilatéraux et multilatéraux, participe à plusieurs missions à l'extérieur du pays. Pourquoi ne pas mettre l'ensemble des partenaires qui sont rencontrés au cours de ces missions à contribution pour contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement du développement? Ce n'est qu'une piste. Ce n'est qu'une piste. Les hauts conseillers pourront de façon plus approfondie réfléchir sur la question. La troisième piste, on peut instaurer un partenariat dynamique avec le Parlement en lui suggérant des pistes de relecture d'anciens tests et d'élaboration de nouveaux. Je rappelais tout à l'heure que quand on était au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont souhaité que nous travaillions en synergie avec eux pour que, au niveau de la législation, on puisse faire un bond en avant. Le Conseil économique et social peut être utile dans ce partenariat pour la relecture d'anciens tests et l'élaboration de nouveaux tests. Vous prenez aujourd'hui le code foncier domanial qui régit aussi bien le foncier rural et le foncier urbain
très peu de gens dans nos communautés maîtrisent ces tests-là. Et le Conseil économique et social peut être utile dans la vulgarisation de certains tests majeurs qui régissent les secteurs vitaux de l'économie béninoise. Alors, en conclusion, je peux dire que le CS est une institution constitutionnelle au service du développement économique et social du Bénin. Véritable force de proposition, dépourvu de toute coloration politique, il se révèle comme un laboratoire d'analyse et d'expertise sur les questions sociales, économiques, culturelles, scientifiques, environnementales et techniques. Mais malheureusement, il se trouve être dans la position du chef du chantier ou d'un urbaniste qui a conçu et contribué à l'érection du bâtiment. Mais après la finition du bâtiment, l'on ne reconnaît qu'un seul propriétaire. C'est celui qui a investi dans la construction de ce bâtiment-là. Voilà un peu la position dans laquelle se trouve le Conseil économique et social. Fort de ses ressources humaines internes, il s'appuie sur l'expertise externe pour élaborer dans une démarche rigoureuse, participative et inclusive ses avis et recommandations qui méritent d'être exploités à bon escient pour améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Mais pour qu'on cesse de l'affubler d'institutions mal connues, des initiatives nouvelles sont urgentes pour sortir des sentiers battus. Son expertise, qui relève essentiellement de l'intellectualisme, donc de l'ordre de l'immatériel, devrait désormais s'affirmer à travers des contributions à effet ou impact visible au sein des communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup au secrétaire général du Conseil économique et social avec cette communication extrêmement riche qui renseigne sur tout le travail intellectuel fait par le Conseil économique et social au chevet des politiques à la base même de l'élaboration des politiques de développement du Bénin. Je présume que c'est un travail qui va inspirer ou qui a peut-être inspiré déjà par anticipation le professeur Dandy Nyamou qui va dans sa communication sur le Conseil économique et social, dans sa place dans l'univers institutionnel de la République du Bénin, nous parler des perspectives à travers lesquelles cette institution va s'affirmer davantage. Donc je vais enchaîner directement avec sa communication. Le rôle du Conseil économique et social est principalement de favoriser la coopération des différentes catégories professionnelles entre elles et de s'assurer de la participation de ces différentes catégories socio-professionnelles dans la politique économique, dans la politique sociale du gouvernement. Et donc, on va considérer que le Conseil économique et social favorise cette participation des forces vives à la politique économique et sociale de notre pays. Le Conseil économique et social, vous le savez bien mieux que moi, a été introduit en droit béninois déjà dans la Constitution du 28 février 1959. Sa place a été réaffirmée en 1964 dans la Constitution du 11 janvier 1964, dans celle du 11 avril 1968 et celle du 26 novembre 1969. Et puis, elle a disparu sous l'ère révolutionnaire. Mais la place des couches socio-professionnelles qui ont fécondé les débats lors du tournant démocratique paraissait une place incontournable dans un processus de construction de l'avenir en commun. Et donc, cet avenir en commun, ayant reposé entièrement sur les forces vives de la nation, il semblait incontournable de laisser de côté le Conseil économique et social, et donc il semblait nécessaire, avec la Constitution du 11 décembre 1990, la Constitution dont nous avons fêté l'anniversaire hier, il paraissait important d'inclure dans cette Constitution-là l'existence du Conseil économique et social, ce qui a été fait
au titre 7 de la Constitution dans les articles 139 à 141. Donc, le Conseil économique et social est une institution de la République. Pour ma part, c'est la chambre par excellence de la société civile. Chambre par excellence de la société civile parce qu'elle est censée représenter les acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile en tant que creuset, lieu de débat sur les questions économiques, sur les négociations sociales, sur les grandes évolutions économiques et sociales de notre pays. Insister donc, me semble-t-il, sur le CES comme chambre de la société civile est important historiquement parce que la mise en place du CES en fait partait de la nécessité d'avoir une assemblée dans le temps qui représentait les nouveaux corps, les nouvelles forces sociales, avec notamment la mise en place des mouvements syndicaux. Donc, dans un contexte où j'affirme, vous le savez, que le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle, donc une institution constitutionnalisée, on peut se demander pourquoi procéder finalement à une analyse prospective du devenir du Conseil économique et social au plan institutionnel et opérationnel, au regard des défis actuels du Bénin. Autrement dit, pourquoi s'intéresser à l'avenir d'une institution ou à l'évolution d'une institution dont on sait que les contours sont définis par la Constitution? La Constitution est par excellence stable. La Constitution est par excellence celle qui bénéficie de la stabilité en raison du caractère fondamental des règles qu'elle contient. Donc, pourquoi s'intéresser à définir les contours de quelque chose dont on sait que c'est stable? Mais l'œuvre constituante, on le sait très bien, l'œuvre constituante est appelée à évoluer. Et Jean-Jacques Rousseau rappelait qu'un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Le peuple peut changer ses lois, même les meilleures. Or, nous savons tous que le dernier projet de révision constitutionnelle prévoyait un départ assez subtil du Conseil économique et social. Donc, on peut penser qu'il est légitime à l'institution de s'interroger sur son devenir. Mais en même temps, la question semble aujourd'hui close. Et donc, le cadre institutionnel, pour moi, en tant que juriste positiviste, est un cadre qui existe. Donc, pour opiner sur le Conseil économique et social, son devenir, sur le plan opérationnel, sur le plan institutionnel, je suis obligée de regarder ce qui existe. La Constitution du 11 décembre 1990 existe. Donc, procéder finalement à des recherches sur le futur du Conseil économique et social en tenant compte des défis, au sens des obstacles à surmonter, amène fondamentalement à envisager les voies et moyens pour le Conseil économique et social de rester une institution constitutionnelle. Aujourd'hui, procéder à des recherches sur le futur du Conseil économique et social en tenant compte des défis, donc des obstacles que ce Conseil doit surmonter, amène à s'interroger fondamentalement sur les voies et moyens de ce Conseil économique et social de rester une institution constitutionnelle, mais de rester une institution constitutionnelle incontournable. Donc, pour moi, si on doit envisager dans le contexte actuel l'avenir du Conseil économique et social, dans le débat que nous connaissons, c'est d'abord d'affirmer la place du Conseil économique et social comme étant une institution constitutionnelle consultative, donc elle doit rester une institution constitutionnelle consultative, mais en même temps, il faut qu'elle s'affirme comme étant une institution incontournable, parce que c'est ce qui va assurer, si éventuellement on décide ou on a des velléités de la remplacer, de se rendre compte qu'elle est irremplaçable. Donc,
deux mouvements à ma réflexion. D'abord, le fait que le Conseil économique et social doit rester une institution constitutionnelle consultative, et ensuite, le fait que le Conseil économique et social doit s'affirmer en tant qu'institution incontournable. D'abord, rester une institution constitutionnelle consultative. Il s'agit ici essentiellement pour le CES de continuer à exister en tant qu'institution constitutionnelle avec des compétences telles qu'elles sont prévues au titre 7 de la Constitution. Alors, rester une institution constitutionnelle en tant que reflet de la société civile agissante, et ensuite rester une institution antichambre de la fabrique des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle reflet de la société civile agissante. Elle est le reflet de la société civile agissante parce qu'elle se maintient dans notre ordre juridique actuel comme étant une institution prévue par la Constitution. Ce maintien est en fait indispensable et indissociable de la tendance internationale actuelle qui est celle de l'implication nécessaire de la société civile. L'existence des conseils économiques et sociaux favorise la place de la société civile. C'est le lieu du dialogue interprofessionnel et social. C'est ce qui explique d'ailleurs tous les efforts des organisations internationales à promouvoir la société civile en Afrique. Donc, en tant que tel, au regard de la composition du Conseil économique et social, il s'agit de voir qu'il s'agit de la représentation de la société civile. Et évidemment, quand on dit c'est la représentation de la société civile, vous me direz, comment on entend la société civile? C'est quoi la société civile selon vous? Et définir la société civile a toujours été un travail assez périlleux dans la mesure où il n'y a pas de définition dogmatique de la société civile. Il n'y a pas de définition dogmatique, mais on sait que le concept se trouvait déjà chez Aristote. On sait que chez Aristote, il confondait la société civile à l'État. Donc la distanciation qui se fait entre la société civile et l'État apparaît plus tard avec Hobbes, apparaît plus tard avec Locke, avec Montesquieu. Et elle n'est pas ignorée par certains auteurs comme Alexis de Tocqueville ou encore Marx, Hegel, et dans le début des années 80, il y a une revue de la notion de société civile avec Gramsci. La société civile aujourd'hui, j'estime qu'elle est à la fois l'intermédiaire entre la famille et l'État. Donc je retiens la notion, la conception hegelienne de ce que c'est que la société civile. C'est une société civile qui, à la fois, est l'instance qui observe, l'instance qui critique les agissements de l'État, mais qui critique pour améliorer ce que c'est que l'avenir en commun. Et c'est donc cet espace qui, pour moi, regroupe l'ensemble des forces sociales, l'ensemble des forces économiques, l'ensemble des forces syndicales, associatives, religieuses, qui observent, critiquent et cherchent à modifier ou à influencer les actions de l'État par ses propres actions, qui sont des actions pacifiques vis-à-vis des pouvoirs en place. Donc, finalement, si vous convenez avec moi que l'ensemble des forces qui s'intéressent à des sujets d'intérêt commun, à la chose publique, sans pour autant viser des fonctions étatiques, est la société civile, cela veut dire que cette société civile garde son indépendance, toute son indépendance vis-à-vis des gouvernants. Alors on revient aux différentes fonctions de la société civile, à la fois protectrice du citoyen, contrôlant le pouvoir public, participant à la démocratie, allégeant
les différentes fonctions sociales par justement le règlement des conflits sociaux en raison de l'émergence de la solidarité sociale. Et donc, c'est en tenant compte de cette notion de société civile que la plupart des organisations internationales vont financer les organisations de la société civile et vont considérer qu'il s'agit nécessairement d'un contre-pouvoir aux excès de l'État et un facteur de consolidation de la démocratie. Le Conseil économique et social, donc de par sa représentation, aujourd'hui les 30 membres, en tout cas les 25 représentent la société civile, représentent l'ensemble des forces qui s'intéressent à la res publica, et donc c'est la vision même que nous devons avoir de ce Conseil économique et social. Alors, le Conseil économique et social doit se maintenir en tant qu'institution prévue par la Constitution, mais il doit se maintenir parce que c'est le gage de l'approfondissement de la démocratie. C'est le gage de l'approfondissement de la démocratie. Nous savons tous que dans le temps, la situation de la société civile dans nos États a varié. La société civile était présentée comme étant en contradiction avec l'État postcolonial. L'État postcolonial était contre la société civile. C'est pour ça que pendant longtemps, nous avons même essayé, sous les régimes marxistes, d'oublier ce que c'est que la religion. Nous n'avons pas voulu savoir s'il y avait des associations de développement, etc., etc. Mais quand nous avons décidé de faire la composition du Conseil économique et social, nous avons fait référence aux associations de développement dans nos départements. La société civile se remet avec l'avènement de la démocratie en 1990, parce qu'on estime qu'elle va être celle qui va permettre d'assurer les missions fondamentales de l'État, donc elle se trouve contre l'État. Et c'est peut-être dans ce sens-là que l'on a de plus en plus du mal à concevoir la société civile, parce qu'on va se dire, mais le Conseil économique et social, c'est aussi l'État. Il ne peut pas être contre l'État. En réalité, c'est une vision qui a été une vision étriquée du rôle de la société civile parce que l'on a utilisé pendant longtemps la société civile par le biais des financements pour contrer, pour affaiblir les États. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin, voir le Conseil économique et social comme étant finalement le lieu de représentation de la société civile, c'est aussi permettre d'éviter l'éparpillement que l'on peut avoir de ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Éviter d'avoir les remarques des fois désobligeantes que l'on a vis-à-vis du nomadisme ou de la transhumance, même dans la société civile. Si nous restons dans l'idée que la société civile est là pour l'approfondissement de la société, de la démocratie, qu'elle n'est pas là pour être contre l'État, mais qu'elle est là pour éclairer l'État, qu'elle est là pour assurer que l'État sait, sans ce qu'il y a dans les forces vives de la nation, alors nous ne pouvons pas considérer que là, le Conseil économique et social doit être mis de côté. Enfin, le Conseil économique et social, aujourd'hui, c'est l'antichambre, l'antichambre de la fabrique des textes réglementaires et législatifs. C'est l'antichambre de la fabrique des textes législatifs et réglementaires, c'est la Constitution qui le dit. Le Conseil économique et social, aujourd'hui, a des compétences larges. Pour ma part, j'estime que ce sont des compétences larges. Le Conseil économique et social peut donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnances, de décrets, sur des propositions de loi qui lui sont soumises. Donc, finalement, en étant cette antichambre qui sent ce qui se passe dans la vraie société, elle est en capacité d'opiner non seulement sur ce que le législateur va faire, mais sur les conditions dans lesquelles l'État, l'exécutif, va assurer l'application de ce que le législatif aura adopté. Le Conseil économique et social peut se saisir de tout sujet, finalement. Quel sujet ne touche pas à l'économique et au social? Quel sujet? Je ne sais pas. Et enfin,
le Conseil économique et social, parce qu'il est nécessairement, pour ce cas-ci, il y a des compétences larges qui sont facultatives, mais il y a une compétence qui reste une compétence obligatoire, sa saisine obligatoire pour opiner sur les lois de programme qui concernent les questions économiques et sociales. Mais ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc finalement, est-ce qu'il y a, je dirais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Non. Donc, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil, il faut que le Conseil économique et social s'affirme en tant qu'institution incontournable. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative, nous le savons, qui ne bénéficie ni de la même médiatisation, ni des mêmes avantages que les autres institutions. Et donc, sa nature consultative, on a l'impression que sa nature consultative rend difficilement mesurable son efficacité et son utilité. Donc, du coup, pour qu'elle soit une institution incontournable, il faut renforcer sa crédibilité et il faut promouvoir sa visibilité. Donc, deux éléments dans l'idée de l'incontournabilité du Conseil économique et social, une crédibilité à renforcer et ensuite une visibilité à promouvoir. Alors, la crédibilité à renforcer, elle peut passer par plusieurs questions. Est-ce qu'il faut modifier la composition du Conseil économique et social? Est-ce qu'il faut changer sa dénomination? Modifier la composition, pourquoi pas? Nous avons dit que le Conseil économique et social est le lieu du dialogue, c'est le lieu de la concertation, c'est le lieu des propositions. Et donc, le Conseil joue une grande part de sa crédibilité sur sa capacité à représenter les acteurs économiques et sociaux, sur sa capacité à donc représenter largement la société civile avec le plus de fidélité au regard de ce que c'est que la diversité de notre société, la diversité de la société béninoise. La question donc de sa composition est essentielle en tant que reflet justement de cette diversité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la composition qui a été fixée par la loi du 16 juillet 1992 répond à cette diversité? Alors, excusez-moi, il me semble qu'il y a quelques marges de progression dans la composition de ce Conseil économique et social. La composition du Conseil économique et social est-elle le reflet de la société béninoise à plus de 52% féminine, à plus de 50% jeunes? Je m'interroge. Est-ce que aujourd'hui la présence de 6 représentants de départements est suffisante alors que nous sommes passés à 12 départements? Je me pose la question. Est-ce que si nous disons que le Conseil économique et social, c'est le reflet de la société civile, il y a lieu de rappeler comme derniers membres, non pas les moins importants, 2 membres représentant les organisations de la société civile? Je vous pose la question. En tout cas, il me semble qu'il faut une certaine réforme dans la composition même de ce Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social doit pouvoir aussi représenter les forces religieuses, doit pouvoir représenter les forces traditionnelles. Nous avons dit que c'est le creuset de la diversité. C'est là où on sent le peuple qui vit, le peuple qui travaille, comme dirait un ancien président français, ceux qui se lèvent tôt le matin. Donc, on doit sentir ce peuple-là à travers la composition du Conseil économique et social, sans pour autant que je puisse aller vers la substitution du Conseil économique et social aux représentants légitimes de la population que sont et l'Assemblée nationale et le président de la République. La composition doit être revue au minimum. Il faut penser à passer de 6 à 12 pour refléter le nombre de départements et fondre les 2 des organisations de la société civile dans les 12, donc il nous manquerait au moins 4 membres aujourd'hui, passer de 30 à 34. Je veux souligner que ce ne sont que des pistes de réflexion que nous partageons dans la position de l'enseignant qui élucubre
sur la constitution du Conseil économique et social. Donc, ce sont quelques pistes à envisager. Ensuite, est-ce qu'on doit changer de dénomination? Dans plusieurs pays, on est passé du Conseil économique social au Conseil économique social et environnemental. Bon, j'estime que la question environnementale est au cœur des questions économiques et sociales et que donc, il n'y a pas besoin, si ce n'est question d'affichage, de rajouter l'environnemental. C'est l'idée que je me fais. Bon, maintenant, c'est aussi une idée qui peut être discutée et qui est discutable. Ceux qui ont décidé de rajouter environnemental ont bien toutes leurs raisons d'avoir rajouté environnemental. Mais tout de suite, si on rajoute environnemental, pourquoi pas religieuse? Pourquoi pas traditionnelle? Pour peu que nous décidions de refléter la diversité de la société béninoise. Ensuite, je modifie la composition, je m'interroge sur la dénomination. Donc, pour la crédibilité, toujours, est-ce qu'il faut élargir les compétences? Est-ce qu'il faut élargir les compétences du Conseil économique et social? Le secrétaire général Thomas Vaux a parlé, et bien avant lui, je pense que c'est M. Jean-Baptiste Elias qui a parlé du rôle fondamental que joue le Conseil économique et social dans la préservation de la paix et dans le dialogue social. Alors, il me semble, de mon regard de juriste un peu borné, que parler du rôle du Conseil économique et social dans la préservation, en tant que conciliateur, médiateur dans les problèmes, dans le dialogue social, c'est une interprétation qui est une interprétation finaliste de la Constitution et de la loi organique. Car en réalité, ni la Constitution, ni la loi organique, de façon littérale, ne donnent le droit au Conseil économique et social d'être le médiateur ou le conciliateur. Mais il peut le faire parce qu'en étant la représentation de la diversité sociale, c'est son objectif. Pourquoi on consulte le Conseil économique et social? C'est bien pour préserver la paix sociale. C'est bien pour assurer le dialogue social. Donc, le président de la République, sur toutes ces questions, peut demander au Conseil économique et social de voir ce qu'il peut faire. Mais sinon, fondamentalement, c'est pour donner des avis. Fondamentalement, c'est pour produire des études. Fondamentalement, c'est pour faire des rapports. Donc, élargir à la préservation au rôle de conciliateur ou de médiateur pour la préservation de la paix et le dialogue social procède en réalité d'une interprétation finaliste du rôle du Conseil économique et social. Dernier élément pour la crédibilité, est-ce qu'il faut modifier la nature consultative des avis du Conseil économique et social et introduire le droit de pétition? Alors, le Conseil économique et social a un rôle consultatif parce qu'il s'agit fondamentalement d'éviter qu'il concurrence la légitimité qui est celle donnée au peuple. Nous sommes en démocratie, c'est, dit-on, selon la formule d'Abraham Lincoln, que vous connaissez tous, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais le pouvoir du peuple par le peuple se transforme ici dans la démocratie représentative et donc nous choisissons que ce soit et les députés et le président de la République qui portent notre voix en ce qui concerne les lois qui vont nous guider, puisque c'est bien eux qui choisissent ces lois qui vont nous guider. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Conseil économique et social est l'antichambre de la production législative et de la production réglementaire. Donc, aller sur le terrain de rendre décisoires les avis consultatifs, c'est toucher à la légitimité qui est conférée aux représentants du peuple, qu'est le député ou le président de la République. Alors, est-ce qu'il faut aller vers le droit de pétition? Nous savons qu'en France, par exemple, on a inclus le droit de pétition. J'ai envie de dire que le droit de pétition, c'est une technique de participation démocratique. C'est simplement un appel au pouvoir public, aux autorités constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des circonstances et pour un objet qu'on leur expose. Et en fait, ce droit de pétition est un droit qui finalement, même dans le contexte où il a été prévu, a été très peu usité. On l'a
utilisé lorsque il y a eu le projet de loi sur le mariage, enfin, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Alors, je ne crois pas que le débat se fera ici, hein, sur le mariage pour les personnes de même sexe, mais il est sûr que la question de l'avis sollicité par droit de pétition au Conseil économique et social et environnemental français a connu une fin de non-recevoir, peut-être d'une façon un peu discutable, hein, mais ça c'est un autre débat, mais une fin de non-recevoir parce que le Conseil économique, social et environnemental français a considéré que parce que c'était un projet de loi, il fallait nécessairement passer par l'avis du gouvernement. La demande d'avis devait être faite par le Premier ministre et non pas par le droit de pétition. Mais quel est le besoin du droit de pétition dans notre contexte lorsque les hauts conseillers peuvent se saisir de toutes ces questions-là? Si on voit venir des pétitions sur le même sujet, sur la même question, il appartient aux hauts conseillers de se saisir de la question et donc de transformer cette question comme étant leur question, donc par le droit d'autosaisine. Donc pour des questions beaucoup plus de praticité, pour des questions je dirais, d'intérêt, je pense que le droit de pétition, tout de suite, n'est peut-être pas le premier droit sur lequel nous allons courir. Alors, nous pensons à la crédibilité à renforcer, mais nous devons aussi promouvoir la visibilité de l'institution. Comment nous allons promouvoir la visibilité de l'institution? 3 éléments ici aussi. Approfondir ses compétences. Vous me direz que j'ai déjà trouvé les compétences larges. Pourquoi je veux les approfondir? Ensuite, prendre à bras-le-corps la problématique de la visibilité des avis. Et enfin, choisir une communication offensive. D'abord, approfondir ses compétences. Approfondir ses compétences parce que le Conseil économique et social doit développer beaucoup plus, on l'a vu, il le fait, mais développer beaucoup plus le dialogue constructif avec le gouvernement et le Parlement, en se positionnant sur les sujets d'actualité. Il y a par exemple un élément simple, on constate que dès lors qu'on peut inviter un ministre au Conseil économique et social, cela crée une visibilité beaucoup plus grande que quand on fait les débats entre les conseillers, les hauts conseillers. Donc, inciter justement la venue de ministres au Conseil économique et social peut assurer une forme de visibilité. Bref, développer ce dialogue constructif. Deuxième élément, dans l'approfondissement des compétences, s'engager dans l'évaluation des politiques publiques, sociales et économiques. En réalité, l'article 1er, les alinéas 5 et 6 de la loi organique donnent un certain droit de regard du Conseil économique et social sur les politiques publiques, les politiques économiques, les politiques sociales. Pourquoi ne pas se lancer beaucoup plus dans l'évaluation de ces politiques publiques? Le Conseil économique et social a le droit de s'autosaisir, donc cela lui permet d'examiner les plans et programmes en cours. Qu'est-ce que vous faites si vous examinez les plans et programmes en cours, si ce n'est de les évaluer? Vous les évaluez pour pouvoir porter à la connaissance du public. Vous les évaluez pour savoir si c'est en faveur de l'intérêt général ou en défaveur de l'intérêt général. C'est un approfondissement des compétences qui participe nécessairement du 3e point, qui est celui de la visibilité, la communication offensive. Il y a donc un travail de veille et d'anticipation pour ce qui concerne le Conseil économique et social. Prendre à bras-le-corps la problématique de la mise en œuvre des avis et recommandations. On dit, quelle est la réception des avis du Conseil économique et social? L'article 4 de la loi organique dit qu'à chaque session, le président rend compte en réalité de la suite qui est donnée aux études et avis du Conseil économique et social. Donc, il y a nécessairement une action qui est une action
si ce n'est du président du Conseil économique et social qui, à travers ses services, va mettre quelqu'un sur la veille pour savoir, nous avons fait telle étude à l'endroit du gouvernement, telle étude pour le Parlement, qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui n'a pas été pris, pourquoi ça a été pris, pourquoi ça n'a pas été pris, quels sont les impacts. Et ça participe de la communication du Conseil économique et social. Et puis, il y a peut-être dans le temps mettre en place une obligation à la charge et du président de la République et à la charge de l'Assemblée nationale pour faire un point sur ce que devient les études et avis du Conseil économique et social. Le biais intéressant, c'est de dire que le Conseil économique et social utilise l'argent du contribuable. Et donc, s'il produit des avis, il est important que celui qui représente le contribuable puisse dire ce qui est fait de ces avis et de ces études. Dernier élément, choisir une communication plus offensive. Alors, il y a la possibilité de produire un rapport annuel. Certes, ce n'est pas exigé par la loi organique, ça se fait, mais le moment du rapport annuel peut être un rapport tout à fait médiatique. Et je ne pense pas que l'article 17 de la loi organique soit en réalité un obstacle à la diffusion des avis, rapports et études du Conseil économique et social. En réalité, quand on lit l'article 17, on dit simplement le président en assure la publication. Il ne me semble pas qu'on lui donne le choix de publier ou de ne pas publier. Et c'est lié au rôle du chef de l'exécutif. C'est bien lui, le chef de l'administration, donc il assure la publication des avis et études du Conseil économique et social dans les journaux officiels. Promouvoir les conférences périodiques, ce que vous êtes en train de faire, naturellement, et diffuser le plus largement possible les travaux du Conseil économique et social, à l'endroit des membres, à l'endroit des anciens membres, à l'endroit d'un public dit institutionnel, des universités. Ne nous oubliez pas à l'université. On veut savoir ce qui se fait au niveau du Conseil économique et social pour justement approfondir aussi nos recherches. Et enfin, je pense que c'est l'élément qui a été aussi souligné par les autres intervenants, le renforcement du dynamisme de l'action à l'international. On ne peut pas aujourd'hui ignorer le fait que la dynamique au sein de l'Organisation des Nations Unies, c'est d'approfondir le rôle de la société civile. Et donc la présence du Conseil économique et social dans les différentes institutions sœurs, partenaires, est un moyen non seulement d'affirmer, de conforter ses compétences, mais aussi c'est un moyen de développer ce qu'on appelle souvent un transfert de compétences, un partage de compétences, un partage de bonnes pratiques qui vont permettre donc au Conseil économique et social de pouvoir rester une institution constitutionnelle, mais une institution incontournable. Je vous remercie.